Madame, Monsieur, bonsoir. Le sujet est au cœur des conversations au Maroc depuis dimanche, depuis ces violents affrontements et ces images tristes de centaines de jeunes qui se sont donné rendez-vous dans la petite ville de Fnidq pour sauter le pas, pour traverser à la nage vers le rêve européen au risque d'y laisser la vie. Ils sont marocains, algériens ou d'Afrique subsaharienne, motivés par la soif d'une vie meilleure. Ils sont clairement fédérés par une campagne virale sur les réseaux sociaux qui leur promet l'Eldorado à Ceuta ou encore à Melilla. Une mobilisation inédite, des heurts, des arrestations et des fake news. Ce n'est pas la première fois que la ville de Fnidq et la région sont le théâtre de vagues migratoires massives, mais jamais de cette ampleur. Quelle est la goutte qui a fait déborder le vase? Leurs témoignages, largement relayés sur les réseaux sociaux, dressent un tableau noir de leur vie au Maroc. Mais que sait-on de la vie de ces jeunes en dehors de ce qu'ils partagent depuis leur smartphone? Il convient d'admettre qu'il y a un mal-être profond, le reflet d'une réalité que le gouvernement ou les gouvernements ont tenté d'apaiser avec des programmes palliatifs. En parlant de l'exécutif, pourquoi ce silence presque gênant face au désormais tristement célèbre événement de Fnidq? Où sont les partis politiques et leurs alternatives pour sauver l'avenir de cette jeunesse marocaine désorientée dont les parents sont visiblement aux abonnés absents? Où est la société civile, les instances constitutionnelles, le secteur privé, les influenceurs? Ces jeunes seraient-ils, comme ils le prétendent sur ces vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, seraient-ils livrés à eux-mêmes? Quel espoir pour les millions de jeunes sans emploi, ni formation, ni scolarité? J'accueille pour l'émission ce soir, elle représente la société civile, elle est la fondatrice, présidente de l'association Al-Karam pour la protection de l'enfance. Karima Mkika, bonsoir. Bonsoir Khadija. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes également membre du bureau du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui était à l'origine de cette étude sur les NEET, ces fameux jeunes qui ne sont ni en formation, ni à l'école, ni avec un emploi. On va revenir sur justement ces chiffres qui ressortent de cette étude dans cette émission. Bienvenue à vous sur ce plateau une nouvelle fois, Madame Kika. Merci beaucoup, Khadija. Il est également avec nous en tant, cette fois, qu'écrivain et aussi qu'observateur de la vie publique, de la vie politique. Il partage souvent justement ses observations, ses analyses, notamment sur les réseaux sociaux et à travers les billets qu'il rédige et aussi à travers sa vision de l'histoire du Maroc, comme dans ses nombreux ouvrages, dont celui de Petite et Grande Histoire du Maroc. Rachid Boufous, bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau une nouvelle fois. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Rachid Boufous, d'abord, lecture des événements. Écoutez, on a découvert ces événements de Fnidq avec beaucoup de stupéfaction parce que c'est la première fois où des appels à la migration, surtout de jeunes, vers l'Europe à travers les présidents espagnols du Nord, de Melilla et de Ceuta, avec une ampleur inédite. Donc ça a été relayé massivement sur les réseaux. Je pense qu'il y a eu certainement de la manipulation, certainement des choses sur lesquelles il faudra certainement enquêter. Je pense que les autorités sont en train de le faire. Le parquet général a ordonné une enquête judiciaire sur la diffusion de photos de personnes et surtout sur la véracité de ces faits et les circonstances de la diffusion de ces photos qui montrent des dizaines de jeunes en tenue de natation, en short, en tout cas, assis par terre. Donc voilà, il y a une enquête qui a été ouverte Et ces tentatives de migration illégale, ce n'est pas la première fois que nous les observons au Nord, à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, ces franchissements illégaux de la frontière étaient l'apanage des migrants subsahariens, ou algériens, tunisiens, etc. Aujourd'hui, Soudanais. On voit aujourd'hui des jeunes, des mineurs marocains, qui s'essayent aussi à ces franchissements clandestins de la frontière. Au-delà de ce que nous avons observé depuis une quarantaine d'années, depuis l'établissement de la muraille européenne des visas, on a vu beaucoup de migrants traverser la Méditerranée et continuer à mourir, malheureusement, par milliers. Au niveau de l'Atlantique aussi, parce qu'aujourd'hui, ils remontent du Sénégal, de la Mauritanie, vers les îles Canaries.
C'est malheureux et c'est aussi, ça nous pose aujourd'hui un problème. Il faudrait qu'on se pose la question au niveau international aujourd'hui sur la liberté de circulation des individus, parce que ce n'est pas simplement quelque chose qui est lié au continent africain, mais aussi aujourd'hui nous voyons des migrants d'Afghanistan, nous voyons là où il y a des zones de guerre en général, malheureusement. Mais il n'y a pas de zone de guerre aujourd'hui. Et en Amérique latine aussi, les gens migrent économiquement. C'est d'abord la migration, d'abord économique. Pourquoi ils veulent partir à tout prix? Pourquoi ce sont aujourd'hui, c'est ça ce qui est nouveau, c'est des mineurs. Et là, on le voit en masse. Le phénomène n'est pas nouveau, mais c'est l'ampleur du phénomène qui est inédite. Oui, parce qu'encore une fois, c'est le miroir aux alouettes. Les jeunes regardent des choses sur les réseaux sociaux, regardent des influenceurs qui leur disent que c'est mieux ailleurs. Il y a aussi le fait que quand les travailleurs, par exemple, immigrés, rentrent dans leur pays, dans tous les pays en été, ils rentrent avec une fortune faite en quelque sorte, donc ils viennent en quelque sorte. Les gens ici pensent que ces gens les narguent avec leur voiture, avec leur situation faite en Europe, et ils se disent pourquoi pas nous. Donc c'est pour ça qu'ils tentent par tous les moyens d'y accéder. Le fait nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de mineurs. Comment un mineur aujourd'hui peut-il être conscient qu'il doit aller chercher un ailleurs meilleur alors qu'il n'a même pas encore démarré dans la vie. Et c'est ça qui pose aujourd'hui problème. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, à questionner surtout, du rôle de l'école et du rôle de la famille. Justement. C'est l'occasion de poser la question avec une dame qui est dévouée justement à la cause de la protection de l'enfance, avec son association Al-Karam qui travaille justement avec ces jeunes. Karima Mkika, est-ce que vous avez été stupéfaite? Est-ce que vous partagez le sentiment de stupéfaction de Seyid Boufous quant au phénomène que nous avons suivi depuis ce week-end, et qui s'est passé ici en août, rappelons-le, hein, ce n'est pas la première tentative de migration massive vers Sibsa. D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas la première fois. Donc, je n'étais pas moins surprise, parce que nous avons déjà commencé à travailler sur ce sujet depuis 1999. Parce que ce sujet-là nous a interpellés bien avant. Et puis, cette migration, elle est mondiale. Ça a commencé partout d'ailleurs, parce qu'on quête d'un avenir meilleur, d'un Eldorado dont on nous a fait rêver, qui n'existe pas. Et vous l'avez bien dit, Rachid, c'est surtout ce retour des immigrés en fin d'année avec de gros bolides, des signes extérieurs de richesse. Donc tout le monde se dit, en arrivant en Espagne, je vais trouver un tabouret d'euros mais c'est pas ça, c'est là. Non, mais ils disent aussi, c'est surtout ça pour les mineurs. Les mineurs. Pourquoi les mineurs, ils se disent, on va être mieux, de l'autre côté de la Méditerranée. Pourquoi? En fait, d'abord, il faut savoir qu'ils ne sont pas nombreux par rapport à avant. Non, au contraire, leur nombre, d'après les associations, les études qui ont été faites, a beaucoup baissé par rapport. Mais ils sont plus visibles. Pourquoi? Le fait des réseaux sociaux, les hashtags. Donc, moi, j'aurais voulu que cet hashtag soit pour hashtag une école pour tous, une généralisation, une responsabilisation sociale par rapport à cette cause, l'aide à la parentalité de ces enfants. Ils sont où les parents? Justement, parce que en fait, ces enfants ne tombent pas du ciel. Il y a un lien, moi j'ai vu sur une chaîne de télévision, pas que marocaine, il y a quelques mois, où une maman désespérée, c'était en Turquie, elle disait oui, mais je n'ai pas le choix, il faut qu'elle parte. Ah non, madame, cet enfant est sous votre responsabilité. Donc aujourd'hui, on a aujourd'hui un phénomène de parents démissionnaires, clairement. D'ailleurs, le profil de ces... Il n'y a pas un profil homogène. Il y a une hétérogénéité de profils. Il y a des parents qui sont démissionnaires, il y a des enfants issus de familles monoparentales, il y a aussi des enfants qui sont dans des systèmes scolaires, mais qui n'arrivent pas. Il faut aussi interpeller notre système scolaire. On ne peut pas tous devenir architecte, ingénieur, médecin, juriste. Il y a d'autres métiers. Aujourd'hui, nous avons besoin de 8000 chauffeurs de camions à l'étranger. Nous avons besoin de chauffeurs de bus ici au Maroc. Et c'est des métiers qui demandent rien, qui demandent qu'un permis. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces jeunes? Vous qui travaillez justement avec cette jeunesse, elle aspire à quoi? Quel est le rêve de ces jeunes?
Mais ils cherchent la facilité. La facilité, la liberté. Tout à fait. Parce quelle liberté, Kalima Mbalika? En fait, pourquoi ils n'ont pas la liberté ici? La liberté des parents. Ils ont quand même une liberté. Non, je parle des parents du milieu, parce que je vais vous dire une chose, ce sont des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Les parents, ils peuvent être tous les deux à la maison, mais ils ne s'en occupent pas, ils sont sur les TikTok, sur les... Il y a aujourd'hui une démission, qu'on le veuille ou pas, une démission de la famille. Donc, ces enfants-là, et puis, ils ont besoin d'aller rêver, d'aller... C'est pour ça que même les médias, ils ont un rôle. Il faut proposer des émissions, il faut les faire rêver, il faut... Et puis, un enfant... Pourquoi le jeune Marocain ne rêve plus du Maroc? Pourquoi vous avez parlé tout à l'heure des modèles des Méreux qui rentrent, mais ils n'ont pas un modèle ici, au Maroc, à qui ils aspirent ressembler un de ces jours? Ben c'est ça le rôle que chacun de nous, autour même de cette table et ailleurs, devrait interpeller tout le monde pour qu'on ait un modèle marocain, qu'on soit fier de notre identité. Et M. Boufous peut bien en parler par rapport à cette identité marocaine, qui est riche. Est-ce que la société civile est débordée aujourd'hui? Est-ce qu'elle est plutôt dépassée? Nous sommes dépassés par faute de moyens. Sincèrement, parce que nous sommes là, d'ailleurs notre rôle n'est pas le rôle de l'État, nous sommes là pour les interpeller par rapport à ces politiques publiques dédiées aux jeunes. Et les aider aussi, aider surtout, ces jeunes, les accompagner. Et c'est là où, quand il y a un partenariat public-privé dans un secteur, il y a le public là et le privé, et il y a un vrai partenariat. Quand la société civile joue le rôle de l'État, il y a encore... c'est qu'une association. Il faut qu'elle se débrouille les moyens, mais non, on ne peut pas se débrouiller les moyens. Cette tâche, elle appartient à l'État, ça a un coût. Un jeune coûte tant à l'État, il faut trouver ses moyens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je voudrais aller sur les 4 F. D'abord, la formation de ces jeunes. Ce sont des jeunes qui ont entre 15 et 24 ans. 15 en rupture scolaire, échec scolaire et tout. Entre 15 et 18 ans, il faut lui trouver le lieu adéquat et un protecteur par rapport à développer ses rêves. Et il faut démystifier aussi l'Europe. Il faut faire voyager ces enfants-là. Ils voyagent via les vidéos qu'ils regardent sur les réseaux sociaux. Ils regardent que des jeunes, ils sont pris en charge dans des centres parce qu'ils sont mineurs. Et c'est ce qui les motive Je peux vous dire que les centres ce sont des centres où je n'aimerais pas que mon fils ou le vôtre ou quelqu'un d'autre soit dans des centres, parce qu'il y avait même un proverbe qui le disait toujours, il vaut mieux une mauvaise famille qu'un très bon centre. Parce qu'on peut avoir un centre classé 5 étoiles, mais il y a cette carence affective, il y a ce lien entre la vie d'un enfant et au sein de sa famille. Après, c'est quelle famille et comment il vit aussi cette affection au sein de sa famille. Formation, les 3 autres F. Alors vous avez le foncier, il faut un foncier dédié à ces jeunes, c'est-à-dire comment dirais-je, un espace où il peut aller apprendre un métier. Mais il ne suffit pas de bâtir. Et justement, je vais revenir après pour le financement et la fiscalité. Vous êtes pas... Financement et fiscalité. Financement et fiscalité. Donc, il faut laisser libérer les énergies, laisser l'investissement. Arrêtons de bloquer parce qu'en encourageant l'investissement, on encourage la création de l'emploi, la création de la richesse. Et de côté, nous avons de la responsabilisation sociétale. Aujourd'hui, en RSE, c'est peanut 0,001%. Qui font de la RSE. C'est pas normal. Deuxième chose, la fiscalité, il faut des incitations fiscales. Moi, je parraine un jeune en formation, j'ai un abattement sur ce que je dois payer. Il n'y a pas que l'État. Il y a l'État, il y a le secteur privé, il y a les collectivités locales, le territoire, parce que sincèrement, nous avons eu de très très belles stratégies, de très belles choses qui ont été lancées. Mais là où il y a le hic, c'est au niveau du capital humain. Ce capital humain a besoin de formation, a besoin d'un plan de carrière, un éducateur qui toute sa vie gagne 5 000 dirhams. Je suis désolée, ne pourrait pas s'occuper bien de ces enfants et de ces jeunes, parce que lui-même, il est en grande difficulté, comme celui de la famille qui est en grande difficulté. Donc il faut une aide à la parentalité. Il faut aussi l'application de tous. Tout le monde. Comment encourager justement l'investissement? On est sur un train de politique publique dite sociale, donc à caractère social. Or, le résultat tend plus vers
un malaise social aujourd'hui, Rachid Boufous? Alors, je veux juste dire quelque chose par rapport à quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire du Maroc. Je peux vous dire que jamais nous n'avons été aussi riches, aussi libres, aussi formés, aussi épanouis dans toute l'histoire du Maroc que maintenant sous le règne de Sa Majesté Mohamed VI. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi on ne voit pas? Pourquoi ils ne voient pas, ces jeunes? Alors pourquoi ces jeunes n'ont pas, ils ne sentent pas cette liberté qu'ils ont et dont ils jouissent aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de relais de communication. L'encadrement de la société se fait, bien sûr, par les partis politiques qui ont un rôle important d'encadrer les gens. Ils ont réagi, les partis politiques. Ils ne jouent pas leur rôle. Ils ont réagi, les partis politiques. On a réagi toujours. Réaction du MP, mouvement populaire, quant au silence du gouvernement. Cela ne sert à rien. Le PPS interpelle le ministre de l'Intérieur. Cela ne sert à rien de se jeter des invectives et des insultes, d'accord? Et alors que les parlementaires sont les premiers responsables du vote des lois. C'est à eux d'originer des lois intéressantes pour les jeunes, d'accord? C'est aussi au ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale, aussi de faire appel à de l'intelligence chez les jeunes. C'est aussi la responsabilité du ministre de la Culture, justement, pour faire voter une loi sur le mécénat, sur le RSE, etc., pour aider justement les sociétés. Les sociétés sont demandeuses aujourd'hui dans le privé à aider les gens, mais il n'y a pas de cadre réglementaire. Et encore une fois, un jeune ou un diplômé chômeur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce que lui renvoie la société. Malheureusement, nos politiciens, encore une fois, je leur en veux, parce qu'ils ne jouent pas leur rôle. Quand je vois un ancien Premier ministre, en l'occurrence M. Benkiran, insulter l'actuel Premier ministre, l'actuel chef du gouvernement, M. Aziz Akhnouch, le traitant de voleur, comment voulez-vous que les jeunes, après, qu'est-ce qu'ils vont se dire? C'est quoi ces politiciens? Bon, après le populisme de Benkiran, je veux dire, on l'a vu revu. Limite, alors, on le voit. Limite, est-ce qu'il a encore de l'influence ou il va influencer qui? Oui, il influence beaucoup de gens parce que les gens sont réceptifs d'images et de discours. Ce n'est pas simplement M. Benkiran, il y a aussi d'autres politiciens. Il y a M. Wahbi, il y a un certain nombre d'hommes politiques aussi qui jouent avec ce populisme qui fait très mal à la fin à la société parce qu'il reflète une mauvaise image du fait politique, une mauvaise image de ce qu'est le Maroc. Le Maroc quand même a triplé son PIB en 20 ans. C'est pas donné à n'importe quel pays. Aujourd'hui, Sa Majesté a fixé le cap de 2030 pour l'organisation de la Coupe du Monde. C'est pas tant pour avoir la Coupe du Monde en elle-même. C'est un cap qu'il fixe pour que le Maroc sorte définitivement du sous-développement, qu'on soit vraiment dans les radars internationaux, qu'on soit un pays vers lequel converge l'investissement. Bien sûr, on fait beaucoup de choses. On fait de l'infrastructure, on fait des TGV, on fait Tangemed, on fait énormément de choses que l'État fait. L'État prend en charge ces jeunes. L'éducation nationale est gratuite, l'université est gratuite, on donne des bourses. Vous imaginez aujourd'hui comment vous pouvez m'expliquer qu'un étudiant en médecine coûte à l'État marocain 1 million de dirhams. Et à la fin, quand ce jeune médecin qui est en internat, qui effectivement paye 3 500 dirhams au Maroc, préfère aller en Allemagne où il va toucher 5 000 €. Donc automatiquement... en même temps, il n'a pas payé ses études. Donc s'il est payé 3 500 dirhams pour 4-5 années, c'est aussi pour rembourser à l'État les études et de bonnes études qu'il a reçues. Est-ce qu'il n'est pas temps de remettre le service civil? Bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, à l'ordre du jour. Encore une fois, aujourd'hui, ces jeunes doivent être conscients de ce qu'ils font. Encore une fois, c'est leur pays qu'ils doivent construire, pas celui des autres, pas les pays européens. D'accord? Et moi, j'appartiens à une génération où l'ascenseur social existait parce que les gens... À l'école, c'est Boufous. Les gens... L'ascenseur social commence à l'école. Oui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et les gens construisaient ce pays, gagnaient très peu, mais ça leur suffisait, ils construisaient ce pays. Aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes veulent tous, tout de suite, diplômés ou pas diplômés, ils veulent être millionnaires, ils veulent gagner beaucoup d'argent, ils veulent avoir une voiture... alors qu'ils viennent d'être juste diplômés. Moi, je le vois dans mon métier en tant qu'architecte. Moi, je vois les jeunes architectes aujourd'hui, ils veulent tout de suite monter au ciel. Attendez, faites d'abord vos preuves. Moi, ça fait 30 ans que j'exerce et j'apprends encore mon métier. Et je me dis, alhamdoulilah, j'ai accepté de rester au Maroc. Ça a été très dur.
et pour le construire. Parce qu'encore une fois, j'ai choisi mon pays, j'ai choisi de le construire. Donc choisir la facilité aujourd'hui pour croire qu'il y a un meilleur ailleurs, c'est totalement faux. Regardez les immigrés aujourd'hui, au-delà d'une petite minorité qui a du travail, etc. Parce que la crise économique s'est installée en Europe et tout. Ben, pourquoi les influenceurs, ils donnent pas ceux que suivent justement ces jeunes sur les réseaux sociaux, pourquoi ils ne leur reflètent pas cette réalité? Pourquoi on est face aujourd'hui? Pourquoi on perd ces valeurs? Pourquoi les valeurs actuelles sont en train de changer de forme? Écoutez, pourquoi le sentiment d'appartenance n'est plus d'actualité? Nous avons très mal négocié à la fin des années 90, au début des années 80, un changement sociétal dans la démographie. Parce qu'encore une fois, il y a une baisse de la natalité au Maroc. Il y a une explosion depuis 2020 d'un nouveau phénomène qu'on ne connaissait pas avec autant d'importance, c'est celui des divorces. On était à 170 000 divorces en 2023, on sera certainement à 200 000 divorces. Donc vous imaginez, c'est cette modernité qui s'installe avec ce capitalisme sauvage, il faut le reconnaître, c'est marche ou crève. Donc, sans qu'il y ait de relais sociétaux, sans qu'il y ait de relais de la société civile qui prennent en charge toute la détresse du monde, autant dans le rural que dans les villes, autant chez les gens aisés que chez les gens moins aisés, il y a cet accompagnement social, cet encadrement de la société qui aujourd'hui fait défaillance. Et je dis encore, je mets dans le même sac tout le monde, c'est-à-dire les politiciens, autant que le gouvernement, autant que nous-mêmes, citoyens, parce qu'encore une fois, la citoyenneté, l'éducation nationale. Victor Hugo disait que l'école, elle donne l'instruction, mais c'est la famille qui donne l'éducation. Et quand on parle de notre ministère qui est l'éducation nationale, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire l'éducation citoyenne, civique, c'est-à-dire on forme le citoyen de demain à l'école. Aujourd'hui, l'école est devenue le réceptacle de gens qui ont échoué dans leur vie. Quand on devient instituteur, c'est qu'on n'a pas réussi au concours de la police, on n'a pas réussi au concours de la gendarmerie, et c'est un véritable problème. Donc il faut refonder cela, il faut refonder aussi les valeurs de la famille, et il faut aussi payer les gens, les payer correctement pour qu'ils ne migrent plus. Voilà. Oui. Mais bon, on a l'économie qu'on a, on a les budgets qu'on a, il faut aussi admettre cette réalité. Bon, on va finir, il nous reste un peu plus d'une minute. Kalima Mkika, un dernier mot, comment redonner aux jeunes des raisons de croire en l'avenir, dans leur pays? D'abord, il faut leur donner la possibilité, quand ils ne veulent plus aller à l'école, d'avoir une formation adéquate. Et pourquoi aujourd'hui la loi sur l'alternance, elle tarde à sortir? C'est une loi qui va sauver beaucoup, parce qu'il y aura le privé et le public le privé va payer des formations à la carte à ces jeunes, comme ce qui se passe partout dans le monde, parce que ce jeune-là n'est plus le jeune d'il y a 20 ans. Il a besoin d'un petit budget, il a besoin de charger son téléphone, il a besoin de sortir, il a besoin de beaucoup de choses. Deuxième chose, vous avez parlé tout à l'heure de la responsabilisation sociétale. Rien que la loi sur l'économie sociale et solidaire, elle peut être une réponse, parce qu'il y a d'autres métiers aujourd'hui que ces jeunes-là peuvent se greffer à cela. Notamment dans les services, par exemple. Dans les services. Regardez maintenant tout. Nous, par exemple, sur Safi, nous avons un centre de formation par apprentissage. Le privé a joué un rôle énorme dans le Royal Mansour, de Grand Hôtel. On recrutait pratiquement dans leurs hôtels tous ces jeunes-là. Un jeune qui n'avait rien, qu'aujourd'hui, il gagne un salaire honorable, il a un plan de carrière, il s'habille correctement, il aspire. Vous avez parlé tout à l'heure des influenceurs. Aujourd'hui, il y a le rôle de l'État, il y a un ministère qui puisse encadrer, comme nous, en 2002, nous avons été encadrés en tant qu'association. C'est-à-dire, il faut nous former aussi, il faut nous donner les éléments de langage, il faut nous dire que les fake news sont sanctionnés par la loi. La liberté d'expression, c'est bien. Mais ça s'arrête là où il y a on ne peut pas nuire à l'image d'un jeune, d'un enfant ou de son pays. Donc aujourd'hui, il y a malaise, certes, mais ne soyons pas nihilistes. Il y a plein de choses qui ont été faites. Avant, nous avions... Vous savez, quand nous avons commencé en tant qu'ONG, nous avions un bureau dans une administration, on pouvait ouvrir de telle heure à telle heure. Donc nous avons eu des responsables qui ont cru en nous, qui nous ont donné des structures où on pouvait travailler. Ils nous ont donné le détachement.
Il y a des salariés qui peuvent être détachés. Aujourd'hui, si on n'a pas le moyen de recruter, ben, rien que dans les communes, ça regorge de ressources humaines. Nous pouvons former ces personnes pour s'occuper et former dans un métier qui puisse sauver ces jeunes en désarroi. Parce qu'en fait, c'est un désarroi. Voilà. En un mot. Écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a pas de problème. Je pense que toutes ces questions peuvent être jugulées. C'est des questions de développement. Nous ne sommes pas les seuls à les vivre. Énormément de pays dans la même situation les vivent, plus ou moins dramatiquement, plus ou moins heureusement, ça dépend. Mais encore une fois, c'est les fondements de la société qu'il faut réviser, qu'il faut questionner. Je pense qu'il faut retravailler au niveau de l'école, donner de l'espoir à ces jeunes, leur faire croire qu'aujourd'hui, ils vivent dans un pays formidable, au vrai sens du terme. Parce qu'encore une fois, au-delà des clichés touristiques, etc., c'est un pays qui a toujours eu très peu de ressources, mais qui a été bâti de manière extraordinaire par les Marocains et par les Marocaines, pas par un autre pays, pas par un autre... Donc ça veut dire que ce que nous bâtissons aujourd'hui au Maroc, dans tous les domaines, ce sont les Marocains qui le font, et les Marocains doivent reprendre confiance en eux-mêmes et aller de l'avant. Et je dis encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Merci beaucoup, Rachid Boufous. Un dernier mot, comment rectifier le tir. Aujourd'hui, moi j'en ai 3 PPR, prévention, c'est-à-dire tout se joue avant 6 ans, il faut prévenir ce mal-être, il faut protéger ses enfants. C'est parce qu'un enfant il faut le protéger, si ce n'est pas l'État, c'est la famille, c'est tout le monde, et réhabiliter quand la problématique existe de décrochage scolaire. Le message est clair et je pense que les responsables aussi ont entendu ce cri de cette jeunesse marocaine. Je l'espère en tout cas. Merci beaucoup Rachid Boufous. Mais pas de fatalité comme l'a dit Rachid Boufous. Merci la Karima Kika, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.